Merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Voici les titres du journal. Dans le pays, la ville de Fria ne devrait pas compter uniquement sur les mines. C'est ce qui ressort des propos tenus récemment par le Premier ministre Mamadi Youla à Conakry. Le chef du gouvernement encourage les habitants de la localité à s'intéresser à d'autres activités économiques. Et puis, coup de filet réussi pour la brigade spéciale de la gendarmerie de kilomètre 36. Plus de 2000 tonnes de chanvre indien viennent d'être saisies au niveau des barrages de la voie menant à Forêt-Caria, une opération réalisée grâce à la collaboration des populations. Pour finir, un puissant séisme a frappé ce mercredi le centre de l'Italie, faisant au moins 38 morts. Des dizaines de bâtiments ont été détruits et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, exhorte la population de Fria à diversifier ses activités. Mamadi Youla, lors de son allocution à la clôture des États généraux des impôts, tenus récemment dans cette ville, dit que les mines ne peuvent constituer à elles seules un développement durable. Les précisions avec Aïssata Foufana. Après plus de 3 ans sans activité minière, les habitants de la ville de Fria se réjouissent aujourd'hui des avancées que connaît la relance de l'usine Rusal Frigia. Une reprise en perspective, mais qui donne à réfléchir sur l'avenir de ce secteur dans le développement socio-économique de la localité. C'est pourquoi le Premier ministre, en visite de travail dans cette ville, exhorte la population à s'intéresser aux autres domaines. Nous avons certes de la bauxite à Fria, nous avons des ressources minières à Fria, mais nous ne devons pas oublier que nous avons aussi d'autres ressources. Nous avons un potentiel agricole, nous avons des traditions d'élevage et nous avons d'autres possibilités. Nous ne devons pas seulement compter sur les mines. Une invite de Mamadi Youla qui vise à promouvoir un développement équilibré. Le chef de l'État, encore une fois, a eu l'initiative de lancer cette année un programme national accéléré de sécurité alimentaire visant à renforcer les bases de notre développement rural. J'invite donc les populations et autorités de Fria de s'inscrire dans cette dynamique et de suivre cette initiative pour que Fria puisse se développer de manière équilibrée. L'engagement des autorités dans cette relance semble perceptible, mais la reprise des activités dans cette usine sera-t-elle effective d'ici la date indiquée? Attendons de voir. À l'image du secteur privé guinéen pour la création des entreprises, il existe également un guichet unique pour les projets miniers guinéens. La structure est à cheval notamment entre le ministère des Mines et de la Géologie et celui de l'Environnement. En marge de la conférence de presse de la ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, le point focal du guichet unique est revenu sur les raisons de sa mise en place. Sayon Kourma. Le développement minier en Guinée suit une dynamique qui nécessite des réformes structurelles et institutionnelles. Pour y arriver, les acteurs intervenant dans ce domaine et les autorités ont pensé à la création d'un guichet unique. La démarche vise à booster et accompagner la réalisation de ces secteurs miniers dans le pays. Le ministère de l'Environnement, selon son point focal au sein de cette structure, joue un rôle capital dans la matérialisation de cet objectif. Une des réformes a consisté à la mise en place d'un système accéléré pour le traitement des dossiers des projets miniers intégrés. Et comme vous le savez, je vous ai parlé d'un projet minier intégré, c'est un projet qui a un capital en termes d'investissement qui est égal à 1 milliard, qui est égal ou supérieur à 1 milliard de dollars. Un système de délivrance des documents a été mis en place selon Conte Lassana pour lutter contre la lenteur. Ce système a 3 grands ensembles. Le premier élément, c'est le comité interministériel du suivi des projets miniers, dont Madame la ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts est membre de ce comité. Et ce comité a pour mission pour faciliter la délivrance des permis et autorisations. Donc, au sein de ce système accéléré, il y a le secrétariat permanent de la structure opérationnelle du comité interministériel de suivi des projets miniers et le comité technique.
reste à savoir si tous ces mécanismes mis en place pourront aider à sécuriser au mieux les recettes générées de l'exploitation des sols et sous-sols du pays afin de renflouer les caisses de l'État et faire face au développement de la nation. Le gouvernement de la République de Guinée a consenti d'énormes efforts en faveur des jeunes diplômés pendant ces 6 dernières années. Ce sont là les propos du ministre de la fonction publique récemment en conférence de presse. Sékou Kourouma n'a pas manqué aussi d'apporter des éclaircissements sur certains secteurs de son département. Bamamadou Alpha pour nous en dire plus. À en croire le ministre de la fonction publique Sékou Kourouma, les autorités de la Troisième République ont recruté plus de 18 000 jeunes diplômés pendant ces 6 dernières années. La santé, l'éducation et la sécurité ont été les secteurs pourvoyeurs de ces nouveaux fonctionnaires. En 2011, la fonction publique a recruté 5 811 jeunes diplômés. En 2012, 747 jeunes diplômés ont été recrutés. En 2013, 3 956 jeunes diplômés. En 2014, 4 093 jeunes. En 2015, 484 jeunes diplômés. Et en 2016, 3 000 jeunes diplômés vont être engagés dans les semaines qui viennent pour le compte du secteur de la santé. Au-delà du recrutement de 4 000 agents au compte de l'enseignement technique et celui préuniversitaire, d'autres concours sont aussi prévus cette année. Dans les prévisions budgétaires, de recruter cette année encore 392 agents pour l'enseignement supérieur, 1147 agents au compte de l'environnement, 631 agents pour le compte de la sécurité. Alors, tout ça additionné, ça va nous donner 25 259 jeunes diplômés engagés en 6 ans. Bien que le ministre soit satisfait de ces chiffres, mais certains observateurs pensent qu'il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre le chômage des jeunes dans le pays. Concernant le secteur de l'éducation, de nouvelles réformes sont déjà entreprises. Sékou Kourouma annonce déjà que seuls les étudiants sortant des écoles normales d'instituteurs et ceux de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée seront autorisés à postuler pour des éventuels concours d'accès à la fonction publique pour l'enseignement. Si vous n'avez pas le diplôme de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, ISEC, de Guinée, vous ne pouvez plus être candidat. Si vous avez fait mathématiques à l'université, vous sortez, vous êtes un mathématicien. Vous n'êtes pas un professeur de mathématiques. Pour être professeur de mathématiques, il faut aller à l'ISEC pour apprendre la pédagogie, la didactique de l'enseignement. Cette annonce sera-t-elle effective? Les années à venir nous le diront. Les professionnels de la circulation routière étaient en conclave ce mercredi à Conakry. Il s'agit des assureurs, policiers, gendarmes et syndicats qui se sont retrouvés pour pencher sur la problématique de la sécurité routière. Vu les accidents et autres tracasseries, ces acteurs expriment la volonté d'unir les efforts pour trouver des solutions idoines et durables aux problèmes de la route. C'est une initiative de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée. Le compte rendu d'Alcine. Selon les statistiques de la Direction centrale de la police routière, en 2015 seulement les accidents de la circulation ont fait plus de 1000 victimes, dont 93 décès. Et la plupart des victimes étaient sans assurance. C'est pour donc inverser cette réalité alarmante qu'a eu lieu ce tête-à-tête entre les assureurs, le service de la sécurité routière et les syndicats de transporteurs. C'est un problème qui vit au cœur des compagnies d'assurance et qui vit également au cœur de la population. Il y a beaucoup de sinistres non réglés, la culture de l'assurance n'est pas très développée auprès de la population, les services de police et de sécurité routière ont leur rôle à jouer. Donc devant l'ensemble de ces problèmes réunis, il est bon de partager ensemble ce thème, trouver les solutions adéquates. D'où le besoin de créer un comité de suivi et de pilotage afin que les assureurs, on les interpelle par rapport à leur rôle qu'ils ont à jouer,
mais qu'on puisse aussi aiguiser l'attention de la population sur le besoin de se couvrir en matière d'assurance. Ce comité de pilotage mis déjà en place devra inviter les acteurs de ce secteur à sensibiliser et prévenir sur le terrain les dangers de la chaussée. Pour le représentant de la Banque centrale de la République de Guinée, tutelle des assurances, cette initiative sera une priorité pour l'institution. Comme tout le temps, la Banque centrale, son rôle, c'est d'accompagner le secteur pour une émergence. Et la Banque centrale continuera à jouer sa partition, d'abord par les conseils, mais également par l'accompagnement que nous allons mettre et les contrôles que nous procéderons sur le terrain. Nous pensons que le comité qui a été initié est un comité qui va venir, disons, augmenter les chances de bonne compréhension entre les différents acteurs qui constituent les secteurs de la sécurité, la santé, mais également les acteurs que sont les compagnies d'assurance. Le syndicat des transporteurs et la police ne sont pas restés en marge de cette réunion. Si l'un se félicite de la tenue de cette rencontre, l'autre interpelle les organisateurs à multiplier des séries de formations pour la police routière. Je participais à ça avec la fierté parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Donc si cette fois-ci les assureurs ont pris conscience, ils ont pris des dispositions à songer sur les problématiques de circulation routière, ça nous fait vraiment droit au cœur à prendre cette conscience par les assureurs. Nous demandons afin que ce forum, les assureurs ou bien tant d'autres qui peuvent venir en aide pour former d'abord ces agents, des officiers et agents de la circulation routière. Mais il faut quelque chose. Donc nous avons 570 agents, 570 officiers et agents à former. La PAG est une structure née il n'y a pas longtemps. Elle compte redynamiser toutes les assurances et collaborer avec les acteurs en charge des transports routiers pour diminuer les cas d'accident. La brigade spéciale de la gendarmerie du kilomètre 36 a présenté ce mercredi à la presse 2700 tonnes de chanvre indien saisies au niveau des différents barrages sur la nationale Conakry-Forêt-Carrière. Une opération rendue possible grâce à la bonne collaboration des populations. Moussa Sefa Kamara. C'est l'effort d'une unité mixte composée de la gendarmerie, la douane, le groupement d'intervention rapide qui ont réussi à démanteler ces réseaux de trafiquants de drogue. Ils sont au total 27 personnes, dont 13 femmes qui sont tombées dans les mailles de cette unité mixte. 2,7 tonnes de chanvre indien saisies avec des modus operandi différents. On retrouve la drogue dissimulée dans le riz, la drogue dissimulée dans les sacs de charbon, la drogue dissimulée sous des capots de véhicules. Cette réussite est aussi mise à l'actif des habitants des villages environnants qui informent minutieusement ces hommes en tenue pour traquer ces présumés trafiquants. Commandant Mamadou Alpha-Bari explique le processus. Et quand on est informé, nos agents sont aux aguets, on a des motos, on a des vélos, on a des véhicules, on les attend dans les différents carrefours et quand ils viennent, on fait une fouille systématique et ça nous permet de démanteler ce que vous voyez là. À l'espace de 6 mois, cette unité mixte a réalisé de grosses opérations en mettant main sur plus de 6000 tonnes de chanvre indien. L'affluence des téléphones, tablettes et autres objets informatiques a donné la chance à des diplômés sans emploi de se faire de l'argent. Des citoyens, pour subvenir à leurs besoins, ont trouvé mieux dans la réparation de ces outils. Ils sont nombreux des jeunes qui ont un peu partout des ateliers de dépannage d'appareils électroniques. Notre reporter Oumar Sow est allé à leur rencontre. Suivez. Avec l'évolution des nouvelles technologies, des jeunes de tout âge pratiquent certains métiers loin de leur spécialité pour subvenir à leurs besoins. Alassane Silla nous explique les raisons qui lui ont permis d'épouser ce métier de réparateur de téléphone portable. Mes débuts dans cette activité, je l'ai commencé depuis mon enfance. J'aimais trop cette activité. Et à l'arrivée du collège, grâce à mes études de physique, maths et chimie, je me suis référé à la technique aussi. J'ai fait la technique pas à pas chez moi. J'ai continué ainsi. Quand je me suis inscrit à l'école maritime professionnelle, mais toujours je continuais ce métier et je suis devenu fort dans ce métier.
Ce jeune homme, qui est diplômé d'une école professionnelle maritime, a débuté ce métier à bas âge. Une activité qui d'ailleurs, dit-il, lui a permis d'achever ses études. Marié grâce à ce métier, Alassane Silla dit en tirer profit à travers les dépannages qu'il fait. Les avantages que ce métier m'apporte est trop pour moi. Parce que c'est grâce à ce métier que je peux dire que je vis en Guinée aujourd'hui. Sinon, je serais au moins un aventurier. Après mes études, j'ai mon diplôme, j'ai pas de fonction. J'allais partir en aventure pour la recherche d'emploi. Mamadou Younoussa Bari, à l'image de Alassane Silla, par manque d'emploi dans sa spécialité, s'est également orienté dans le rétablissement des téléphones. Pour lui, chaque appareil a son prix. Si tu envoies un téléphone qui a une panne de digital ou bien micro, donc ça, l'appareil a deux problèmes comme ça. C'est-à-dire, si tu me dis l'appareil a un problème de micro, le micro, on fracture ça à un prix. Et aussi, si tu me dis encore, le téléphone a un autre panne plus que ça, soit l'écran ou bien le digital, ça aussi c'est un autre prix. C'est pour cela que j'ai dit le travail est facturé dans la technique, le travail est facturé selon un prix forfaitaire. Comme d'ailleurs tous les corps de métier, les difficultés ne finissent pas et ce métier de réparation de téléphone n'en fait pas exception. Selon ces dépanneurs, les rapports parfois avec les clients ne sont pas tendres. Avec les clients, ça se passe très bien, mais parfois les clients sont très sévères envers nous. Et lorsqu'on arrive à réparer un appareil à l'état qu'il a amené et que nous ne pouvons pas le mettre à l'état qu'ils veulent, et si l'appareil arrive à avoir un accident dans ta main, il préfère que tu le rembourses cet appareil. Nous avons ces difficultés. Depuis l'avènement du GSM en Guinée et l'implantation de plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, le téléphone est devenu un outil incontournable de travail pour les citoyens. Culture dans cette édition avec la découverte à Koleya dans la commune de Matam d'un artiste peintre. Soria Bangoura, c'est son nom, est un artiste engagé pour la cause de la nature. Notre reporter Diao Bachir est allé à sa rencontre pour découvrir ensemble l'une de ses nombreuses œuvres artistiques nommée Le Regard, un tableau plein d'histoire et d'émotions. Regardez. Si des oiseaux se parlent dans les forêts, les peintres aussi font parler leurs œuvres d'art. Le tableau de 20 mètres sur 15, nommé Le Regard, est plein d'histoires, celle de l'amour, de la considération, mais aussi de l'attention que l'artiste Soria Bangoura porte sur Lisa. Lisa, l'une de ses élèves rencontrée au Congo. J'avais une fille qui était très très malheureuse de ne pas réussir en peinture, elle s'appelait Lisa. Donc c'est Lisa qui est représentée sur ce tableau ici. De dos, regardant son avenir, donc elle m'a raconté sa vie qui était parsemée de joie comme tout être humain, de tristesse, il y avait l'église en fait, tout ce qu'elle aimait, il y avait la musique qui rentrait dans ce jeu. Elle avait envie d'avoir de l'argent, d'ailleurs, qui est symbolisé ici, que vous voyez, et c'est la même qui est là. Donc, en fait, j'ai commencé à accumuler toutes ces belles idées qu'elle avait, et je savais qu'elle avait du talent, qu'elle pouvait réussir. Il fallait faire un tableau. Fervent admirateur de la nature, Soria exprime sa désolation face à la destruction progressive de l'environnement en Guinée. Il en appelle donc à une prise de conscience. Tu vois, tout Matam, tu ne verras aucune concession fleurie. Pourquoi? On l'a détruit, ça existait. Mais on n'a pas appris à nos enfants à préserver. Nous-mêmes, nous avons détruit. Si on montre à un enfant, par exemple, à une école, comme on le faisait dans les temps, on dit, voilà, tu vas aller mettre ton pot de fleurs, c'est toi qui vas le planter. Il y veille. Quand la plante meurt, l'enfant pleure. La motivation, c'est quoi? Il y a quoi, comment et pourquoi. L'enfant est là au fond de lui. Mais il faut que quelqu'un le motive en l'expliquant son expérience personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une expérience douloureuse avant d'arriver au sommet. Ceux-là peuvent raconter, ça motive les enfants. Et c'est bien cette motivation qu'il faudrait aujourd'hui pour les artistes, car il demeure, il y a belle lurette, les grands oubliés de l'État. On ne considère même pas les artistes, on s'en fout d'eux. Ils meurent ici, ils crèvent de dalle. Alors que ces gens-là devraient être soutenus. Ils devraient avoir des centres, ils devraient avoir des formations et des centres de retrouvailles, de recueillement. Aujourd'hui, on parle des maisons des jeunes. Pourquoi ça ne marche pas? Il n'y a rien que la mamaya dedans. C'est parce que tout simplement, le gouvernement ne met pas de moyens pour pouvoir occuper. L'artiste Soria Bangoura donne le plus souvent une seconde chance de vie aux éléments récupérés de son environnement immédiat.
Le bilan s'alourdit en Italie. Au moins 38 personnes ont été tuées après un violent séisme de magnitude 6,2. Des dizaines de bâtiments ont également été détruits et de nombreuses personnes encore prises au piège. Regardez. À Amatrice, les secours cherchent les blessés au milieu des décombres. La maison qui était là a été entièrement détruite. Les secousses ont ravagé une grande partie de la ville. Les voies d'accès sont bloquées. Les habitants sont sous le choc. J'étais dans une maison sur la colline et qui s'est effondrée. J'ai survécu, Dieu merci, et j'espère que les autres vont bien. Cela fait 2h30 que je suis là, juste en sous-vêtements. C'est terrible. J'ai 65 ans et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des petits tremblements de terre, oui, mais rien de cette ampleur. C'est une catastrophe. Même scène de chaos à Accumoli, tout près de l'épicentre. Selon le maire, la moitié de la ville a été détruite. À 3h30 du matin, un séisme d'une magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter a fait trembler l'Italie. Des secours ressentis jusqu'à Rome, à 150 km de l'épicentre. Dans la capitale, de nombreux immeubles ont tremblé pendant une vingtaine de secondes. Dans la région, les autorités font état de dizaines de morts et des centaines de blessés. Des personnes seraient bloquées sous les décombres. On compte plusieurs dizaines de disparus. Face à la gravité des événements, le Premier ministre italien Matteo Renzi a annulé son déplacement jeudi à Paris pour la réunion des socialistes. Le gouvernement est déterminé à ne laisser personne, aucune famille, aucune communauté, aucun quartier seul. Nous allons continuer à retirer les survivants des décombres et nous pourrons redonner de l'espoir à ce pays si brutalement frappé. De son côté, le pape François a interrompu sa traditionnelle audience hebdomadaire pour exprimer son soutien aux victimes. Je ne peux qu'exprimer la grande peine et la compassion que j'éprouve envers les personnes touchées par le tremblement de terre, ainsi que toutes celles qui ont perdu leurs proches. Le séisme a été suivi de plusieurs répliques, dont une d'une amplitude de 5,4. L'Italie a déjà connu des tremblements de terre de forte intensité. En 2009, un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter avait fait plus de 300 morts et des milliers de réfugiés. En France, face à la menace terroriste, des mesures de sécurité renforcées vont être mises en place pour la rentrée scolaire. Des patrouilles mobiles seront déployées tout au long de cette année. Suivez. La menace terroriste plane sur la rentrée scolaire française et le gouvernement ne veut prendre aucun risque. C'est en filigrane le message que veulent faire passer les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation. Des mesures de vigilance renforcées seront encore prises à l'occasion de la rentrée scolaire. Il s'agit d'améliorer les échanges établis dans le cadre de l'application des circulaires communes diffusées à la fin de l'année 2015 pour opposer au contexte de menaces terroristes un dispositif efficace qui soit aussi pour les parents et pour les élèves un dispositif rassurant. Parmi les mesures décidées par le gouvernement, des patrouilles mobiles seront déployées toute l'année aux abords des établissements. 3000 réservistes de la gendarmerie nationale seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de la rentrée des classes et 50 millions d'euros seront débloqués pour aider les collectivités locales à effectuer les travaux de sécurisation d'urgence des établissements scolaires. Mais au-delà de la date symbolique du 1er septembre, le gouvernement entend montrer sa détermination sur l'ensemble de l'année. Mais les mesures que nous prenons ne s'arrêtent pas, bien entendu, à la seule préparation de la rentrée scolaire. Tout au long de l'année, une attention particulière sera portée aux abords des établissements. La surveillance dynamique à proximité des écoles, collèges, lycées et universités sera renforcée par des patrouilles mobiles mises en place par les forces de sécurité de l'État en lien avec les municipalités et coordonnées avec les polices municipales. En tout, ce sont quelques 12 millions d'élèves qui reprendront dans quelques jours le chemin des 64 000 établissements scolaires en France. C'est un fait, plusieurs djihadistes se sont radicalisés lors de leur passage en prison à Fleury en région parisienne. C'est bien plusieurs détenus liés à l'islam radical qui ont finalement été dispersés dans d'autres établissements pénitentiaires. Reportage. C'est un transfert qui s'est effectué en toute discrétion. En tout, une dizaine de détenus liés à l'islam radical ont été retirés de la prison de Fleury-Mérangis en région parisienne pour être dispersés dans d'autres établissements. L'information avait d'abord été publiée par le journal du dimanche avant d'être confirmée par des sources pénitentiaires. Les prisonniers concernés par la mesure étaient soupçonnés de vouloir organiser des mouvements de protestation en détention. Ainsi, le 1er août dernier, plus d'une centaine de détenus
avaient temporairement refusé de regagner leurs cellules. En réponse, instruction avait été donnée au directeur de prison d'identifier les meneurs du mouvement et de tuer dans l'œuf toute tentative de récupération du mécontentement des détenus à des fins de prosélytisme. Au-delà de ce mouvement de protestation, c'est le risque de voir un réseau islamiste se créer qui inquiétait les autorités. Les 10 détenus concernés par l'expulsion sont en effet soupçonnés d'avoir voulu structurer au sein de la prison une organisation liée à l'islam radical. La prison de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe et qui souffre de surpopulation, accueille des détenus jugés difficiles, comme par exemple Salah Abdeslam, seul terroriste encore vivant des attentats du 13 novembre à Paris. Les détenus expulsés n'ont toutefois pas été en contact avec lui. Dernier point de cette édition, l'opération en Syrie a pour but de mettre un terme au problème de la frontière turque. Déclaration de Recep Tayyip Erdogan hier soir. L'armée turque est entrée dans la ville de Jarablos afin d'y chasser l'État islamique. Suivez. Les coups de canon résonnent à la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'armée turque a lancé une vaste offensive contre les positions de l'État islamique dans la ville de Jarablus, petite ville dans le nord de la Syrie. Une opération officiellement lancée à 4 heures, heure locale cette nuit, officiellement selon Ankara pour préserver l'intégrité territoriale de la Syrie. Notre armée a lancé des opérations contre des groupes terroristes qui menacent de manière permanente notre pays, comme l'État islamique et les Kurdes du PYG. Ces attaques depuis la Syrie contre notre pays à Gaziantep et Kilis nous ont poussé à dire « c'est fini, nous devons y mettre un terme ». Donc ce matin à 4 heures, le processus a commencé. Au sol, adossés à ce mur frontalier, des centaines de rebelles syriens au nom de l'armée syrienne libre, entraînés par l'armée turque et issus de groupes de rebelles salafistes. Ils seraient désormais à plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire syrien. Nous sommes à l'entrée de la ville, prêts au combat contre Daesh. La première étape est de contrôler les villages avoisinant Jarablus. La deuxième est de combattre les hommes de l'État islamique à l'intérieur de la ville. Nous promettons aux résidents et à nos frères de chasser prochainement les hommes de Daesh. Dans les airs, sur ces images, un drone turc repère les cibles, en grande partie les infrastructures de Daesh, avant de les frapper. La veille, la Turquie s'était dite prête à soutenir une opération visant à chasser les djihadistes de Jarablus. C'est dans cette ville que les hommes de l'État islamique se seraient réfugiés après la chute de Manbij. Des hommes qui n'hésiteraient pas à miner la frontière avec la Turquie pour repousser une incursion terrestre, ce qui n'empêche pas les premières colonnes de blindés turcs de rentrer en territoire syrien. Jarablus, aux mains de Daesh depuis janvier 2014, est le dernier point de contact et d'approvisionnement des djihadistes depuis la Turquie. Les autorités turques viseraient également à bloquer la prise de la ville par les forces démocratiques syriennes, un regroupement de milices majoritairement kurdes soutenu par les États-Unis. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous pour l'attention. Les programmes continuent sur la télévision panafricaine TATV.